Donc, les petites instructions que j'ai à vous dire, en fait, c'est que, comme je viens de le dire, le webinaire va être enregistré. Alors, si vous voulez le réécouter éventuellement ou pour les participants qui ne pourront pas être là aujourd'hui, ça sera possible de le revoir. Je vous demanderai en tout temps de laisser vos micros et caméras fermés pour ne pas faire de bruit de fond et déranger notre conférencière. Il va y avoir plein de petites périodes à travers la conférence de Laurence où vous allez pouvoir poser vos questions, soit via le chat, le petit icône que vous voyez ici, ou encore, si vous préférez, lever la main, puis poser votre question directement à Laurence en ouvrant votre micro et en prenant le soin de le refermer à la suite. Ça va lui faire plaisir. Donc, c'est tout pour les instructions. Ensuite, juste vous rappeler qu'il va y avoir un prochain webinaire avant de laisser la place à Laurence qui va être donné sur le sujet de réussir le sevrage chez les agneaux. Donc, ça va être un peu la suite de notre webinaire de ce matin, le 14 octobre à la même heure, et ça va être avec Laurence que va se donner également le webinaire. Donc, je laisse immédiatement la parole à Laurence. Juste une petite minute, Laurence, je dois te donner le post. Donc, tu devrais être en mesure de prendre le contrôle. Donc, bienvenue, Laurence, et merci d'être là ce matin. Je te laisse la parole. Oui, je suis vraiment très contente d'être avec vous tous. Ce qu'on vous propose, donc ce matin, donc on est l'après-midi ici en France. Ce qu'on vous propose ce matin, c'est un peu les conditions de réussite de l'allaitement artificiel. Mais avant tout ça, c'est de regarder un peu l'intérêt économique. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt économique à faire des agneaux à la poudre de lait? Et vous allez voir, en fait, on a séparé un peu toutes ces conditions de réussite par des petits temps. Alors vraiment, ces petits temps, c'est pour qu'on partage tous ensemble nos expériences. On va parler du sevrage, par exemple. Vous pouvez nous dire à quel âge vous sevrez. Vos astuces aussi, si vous avez des petites astuces au niveau pour les habituer plus facilement à la tétine ou des choses comme ça. Voilà. Donc, on compte sur vous pour que vous mettiez des petits messages dans le chat. Et puis surtout, n'hésitez pas à lever la main. Je serais très contente également de vous entendre. Voilà. Alors, la première chose, c'est précisément l'intérêt économique de la technique, sachant que la poudre de lait est quand même chère. Elle est toujours chère en ce moment particulièrement, parce qu'elle suit le cours des aliments, mais la poudre de lait, de toute façon, c'est toujours cher. Alors là, on vous a fait un petit tableau récapitulatif du coût d'alimentation. Alors, il y a un petit truc sur le travail, vous allez voir, qui est parfois un peu discutable, mais précisément sur l'alimentation, de ce que coûte ce type d'agneau entre sa naissance et sa vente. Et là, on a considéré que c'était donc des agneaux lourds qui étaient vendus donc à 22 kg de carcasse. Donc, les coûts que vous avez ici, c'est bien de la naissance jusqu'à la vente et pas jusqu'au sevrage. Donc, on a deux situations. On a un sevrage des agneaux à 2 mois, c'est-à-dire approximativement au même âge que des agneaux qui sont sous la mère. Et puis, on a un sevrage beaucoup plus précoce, autour de 35-40 jours. Donc là, les agneaux sont petits. Des fois, ça fait peine d'ailleurs de les sevrer parce qu'ils sont vraiment petits. Mais évidemment, si on fait à cet âge-là, c'est pour un intérêt économique et on va le voir tout de suite. Donc, vous voyez, si vous sevrez à 60 jours, en fait, il faut compter entre 20 et 25 kilos de poudre de lait par agneau. Donc, c'est quand même conséquent. Ça équivaut actuellement à environ $92. Par contre, si vous sevrez autour de 35 jours, on y reviendra après parce qu'il y a aussi le poids de l'agneau qui rentre en jeu, vous consommez entre 12, parfois 15 kilos maximum de poudre de lait par agneau. Alors, le sevrage à 35 jours, est-ce qu'on peut sevrer plus tôt? Quand même difficilement, parce que vous savez qu'un agneau, jusqu'à 30 jours, il n'est pas équipé au niveau digestif
pour digérer des quantités importantes de moulée ou de fourrage. Hein. Il est équipé, ça passe dans la caillette et en fait, il est surtout équipé pour digérer du lait. Donc, avant 35 jours, c'est quand même, c'est quand même périlleux. Hein. Certains éleveurs font à partir de 30, mais c'est vraiment très, très court. Donc, à ce coût d'allaitement, vous avez, donc c'est la poudre de lait, ça. Il faut ajouter bien sûr la moulée. Hein. Donc, globalement, un agneau que vous allez sevrer autour de 60 jours, il va consommer à peu près 80 kg de moulée, donc de sa naissance à son abattage, ce qui représente à peu près $40. Si vous le sevrez beaucoup plus précocement, autour de 35-40 jours, c'est logique, il va consommer plus de moulée. Ça, c'est obligé. Il consomme moins de lait, donc il compense l'agneau. Et sur toute la durée de son engraissement, alors c'est beaucoup, hein, on est autour de 100 kg de moulée par agneau. Ça, toutes les études qu'on a sur le sujet, avec des allaitements artificiels sevrés tôt, on est autour de 100 kg. Ce qui représente donc $50. Donc, à cela, il faut ajouter un coût de paille ou de foin qui est autour de $2 par agneau. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais globalement, vous voyez que la charge d'alimentation, elle s'élève entre 130 et $135 si vous sevrez à 60 jours et entre 95 et $100 si vous sevrez à 35 jours. D'où l'intérêt, évidemment, de sevrer tôt. Voilà, l'allaitement artificiel, l'intérêt économique, il est d'autant plus important lorsqu'on sèvre tôt. Ce d'autant plus que vous savez que si vous êtes sur des agneaux qui têtent à la louve, en fait, ils vont téter 2 litres et demi par jour. Alors, plus ils grandissent, plus ils têtent, hein, parce qu'une louve, ce n'est pas comme le pie de la mer. Le pie de la mer, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Là, la louve, ils têtent des quantités très, très importantes, hein, tant qu'ils peuvent. Hein. Vous pouvez avoir des problèmes sanitaires, et ça, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, hein, c'est-à-dire vous avez des agneaux qui font des acidoses, des entéros et qui en meurent, et c'est toujours les très gros agneaux, donc ça fait d'autant plus peine. Voilà sur les charges d'alimentation, sachant qu'en ce moment, tout ce qu'on m'a dit, vous vendez les agneaux autour de $270, hein, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Donc vous voyez que globalement, à condition bien sûr de ne pas avoir de mortalité, on va y revenir, hein, voilà, il reste quand même, il reste un peu de marge pour ces biberons. Vous avez un peu de frais vétérinaires, parfois un peu plus que sur les autres agneaux, hein, peut-être la coccidiose, voilà, des choses comme ça, un vaccin entéro, je ne sais pas. Vous nous direz, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, est-ce que vous faites des traitements en plus sur ces agneaux? Est-ce que vous avez des frais vétérinaires supérieurs? Si vous voulez bien vous mettre, après on partagera. Vous avez bien sûr le frais d'amortissement de la louve. Une louve, ça coûte, hein. Ça s'amortit, mais ça coûte. Alors, vous avez chez vous, ça doit être pareil. On a ce qu'on appelle des mini-louves. Hein. C'est des louves qui sont adaptées à 25 agneaux maximum. Hein. On peut en mettre plus. Hein. Bon, on peut avoir des soucis un peu après avec la machine, mais on peut aller jusqu'à 30. Et puis après, vous avez des grosses louves qui, elles, vont jusqu'à 50 agneaux. Donc là, c'est pour les élevages où il y a beaucoup de biberons. Après, vous avez l'allaitement au seau qui est possible, bien sûr, on en parlera. Et puis, vous avez évidemment le temps de travail parce que, alors, une fois qu'ils savent téter, ce n'est pas plus de travail que quand ils sont sous les mers, mais il y a quand même tout l'entretien, tout le lavage, etc. à assurer. Voilà. Donc, si vous voulez nous dire un peu, si vous aviez déjà fait ce calcul, peut-être, hein, si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous pouvez très bien ne pas être d'accord et dire, pour moi, c'est anti-économique de faire des biberons, vous n'hésitez pas à nous le dire. Alors, ça, bien sûr, ces calculs-là, encore faut-il vendre les agneaux. Hein. Donc, ça veut dire que si on a un taux de mortalité très élevé, pour une raison ou pour une autre d'ailleurs, hein, dans ces biberons, surtout quand ils sont prêts à être sevrés, c'est-à-dire quand ils ont consommé les quantités de poudre de lait qui sont quand même une des charges les plus importantes, ben là, économiquement, là, par contre, ça coince. Hein. Donc, en élevage, en tout cas en France, vous nous direz si c'est pareil chez vous, on a des taux de mortalité dans les biberons qui sont souvent équivalents des agneaux sous la mer, c'est-à-dire pas plus élevés, et parfois beaucoup plus élevés, souvent parce qu'il y a des problèmes sanitaires. Voilà, mais on peut très bien avoir des taux de mortalité équivalents
de ceux d'agneaux sous la mer avec des biberons, sans problème. Alors, les facteurs de réussite de la technique, les voilà, on en a mis 6, on va parler de tout ça. Le premier facteur, ça va être le poids de l'agneau à la naissance. Un agneau petit, tout petit, a beaucoup moins de chances de survie sous la mer, mais il a encore moins de chances de survie quand il n'est pas avec sa mère. Voilà. Donc, quand il est au biberon, il a encore moins de chances de survie que quand il est avec sa mère. Le deuxième critère de réussite, ça va être le colostrum. Ça, le colostrum, c'est son assurance vie à l'agneau. Un petit agneau, ça naît sans aucune immunoglobuline. Quand il naît, il n'a rien. Ça ne passe pas par le placenta, il est à 0. Donc, s'il ne tète pas ce fameux colostrum, voilà, ses chances de survie sont très, très largement diminuées. Il va choper tout ce qu'il va trouver au niveau des microbes. La préparation du lait, bien sûr, il faut que ça soit bien dosé, donc ça, on va en parler. L'hygiène du bâtiment, voilà, des petits agneaux qui viennent de naître, c'est comme des bébés. Un bébé, vous n'allez pas lui donner dans un biberon tout sale, c'est exactement pareil. Le bâtiment, donc ça, c'est plutôt tout ce qui est aménagement du bâtiment, on en parlera. Voilà, je vous montrerai des petites photos. Et puis, on finira par l'âge de sevrage et puis le type de sevrage qu'il est possible de faire. Ça vous va tout le monde? Alors, on commence donc par l'aération des mères. Donc, vous savez que le poids de l'agneau, il est déterminé dans le dernier mois de gestation de la brebis. Il n'est pas déterminé ni au début ni au milieu, là il est tout petit, mais c'est dans le dernier mois de gestation de la brebis. Donc là, on peut avoir des agneaux qui font 2 kg. Donc 2 kg, c'est vraiment des rachetots, c'est tout petit. Un agneau de 2 kg, c'est vraiment tout petit. Ou vous pouvez avoir des agneaux de 4-5 kg qui, eux, ont un taux de survie bien plus important que ces tout petits agneaux. Donc, pour ça, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des tout petits agneaux sur une brebis de temps en temps qui est bien alimentée, parce que voilà, ce n'est pas une science exacte. Mais globalement, quand on alimente très bien ces brebis, on a moins de soucis, beaucoup moins de soucis de taille de portée. Donc, une brebis double, les brebis que vous avez, c'est quand même des brebis de gros format. Je ne sais pas si vous avez déjà pesé vos agneaux, mais une portée double, en général, les agneaux, ils font environ 4 kg par agneau. Une portée simple, vous devez être autour de 5 kg. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec ça ou pas. 5 kg en moyenne, vous pouvez en avoir des plus gros, bien sûr. Et sur les triplés, parce que je sais que vous avez aussi des triplés, voire des quadruplés, quand les brebis sont suffisamment bien alimentées, vous pouvez avoir maintenant, on a des portées d'agneaux de 9-10 kg. C'est courant. C'est-à-dire, vous avez des agneaux triplés dans la case d'agnelage, vous avez l'impression que c'est des doubles, sauf qu'il y en a 3. Mais sinon, ils ont exactement la même taille que des agneaux doubles. Et ça, des agneaux comme ça, vous en mettez un au biberon, il démarre, il pousse comme un champignon. Alors, donc il y a la ration, il y a bien sûr l'énergie et l'azote, ça c'est primordial. Souvent, ce qui pêche et qui fait que les agneaux sont un peu petits en fin de gestation, c'est l'azote. En fait, souvent, on est un peu limite en azote parce que, l'azote, c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc, quand les aliments sont chers, etc., mais il faut que vous sachiez que ça, c'est vraiment une fausse économie parce que ce que vous avez perdu là sur la fin de gestation, sur votre poids d'agneau, sur le démarrage en lactation, vous le rattraperez à jamais après. C'est-à-dire qu'un agneau qui est petit, qui n'a pas beaucoup de lait, il ne profite pas et il n'y a pas d'aliment miracle, qui soit cher ou pas cher d'ailleurs, de moulé miracle, qui va faire que vos petits agneaux, ils vont pousser très vite sans consommer beaucoup d'aliments. Ça n'existe pas. Voilà. Et puis, la fin de gestation, c'est aussi la qualité du colostrum. Donc, on y reviendra. Quand vous avez des portées multiples, 2-3 agneaux, il faut que la brebis, il faut qu'elle ait une quantité d'immunoglobuline dans le pis qui soit quand même suffisante. Vous vous rendez compte, 3 agneaux, c'est quand même beaucoup pour avoir suffisamment de colostrum. Ensuite, il y a tout ce qui est minéral. Donc ça, sur la vigueur de l'agneau à la naissance, et puis sur tout un tas de pathologies d'ailleurs, c'est très important.
Donc, vous avez par exemple le sélénium. Donc, le sélénium, ça, on sait que ça joue sur le fait que les agneaux ils vont être plus ou moins vigoureux. Et puis après, vous savez, vous avez tous les problèmes de RAID, après, hein, ce qu'on appelle le RAID, les myopathies, là, qui sont en fait des carences. Alors, pour limiter tous ces problèmes, en fait, il suffit d'avoir un minéral qui soit suffisamment dosé en sélénium le dernier mois de gestation. Et vous n'avez pas besoin de refaire une piqûre aux agneaux, etc., sauf si vraiment vous avez des carences très importantes. Hein. Donc, une brebis, ses besoins, c'est 0,4 mg de sélénium par jour. Ça, ce sont les besoins d'une brebis. Et donc, si vous regardez dans votre minéral, vous allez voir, dans le minéral, en fait, souvent, on a deux types de sélénium. On a le sélénium, le sélénite de sodium, et puis on a le sélénométhionine. Voilà, ça, c'est deux types de sélénium. Donc, il suffit que vous ajoutiez les deux dosages de ces deux séléniums, et puis si vous êtes à 20 mg au total, eh bien, sachez que si vous en donnez 20 grammes par brebis, 20 mg par 20 grammes, eh bien, vous allez couvrir très largement les besoins de vos brebis. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, donc ça, c'est très important. Alors, le déficit alimentaire en fin de gestation, hein, c'est-à-dire que si on est vraiment en dessous au niveau des besoins alimentaires, il faut que vous sachiez qu'un déficit de 20% dans les 6 dernières semaines de gestation, ça a un effet direct sur le poids de naissance de vos agneaux. Et là, par exemple, vous voyez, c'est une étude qu'on a réalisée il y a 2-3 ans. Là, 20% de déficit, c'est à peu près 300 grammes de céréales de concentré en moins qui manquent sur les dernières semaines de gestation avec du foin. Ça a entraîné quand même une baisse du poids de l'agneau de 700 grammes, ce qui est absolument énorme. Ça a des conséquences aussi sur le fait que les agneaux, ils sont très vigoureux. Parce que quand on a une ration qui est déficitaire de 20%, donc 20%, c'est pas beaucoup, hein, en énergie et en azote, eh bien, ce qu'on a mesuré, c'est qu'on avait 29% d'agneaux qui étaient beaucoup moins autonomes, c'est-à-dire qui ne se lèvent pas tout seuls, voire qui restent tout raplapla, et qui, si on ne les fait pas téter tout de suite, eh bien, en fait, voilà, ils ne survivent pas. Voilà. Donc, c'est très, très important, cette alimentation en fin de gestation. C'est le début, mais c'est vraiment la base. Alors, le colostrum, combien faut-il en donner? Dans les combien de temps après la naissance? Est-ce que l'agneau est né il y a 2 jours, mais il n'a pas trop tété, je vais lui donner un petit peu de colostrum, ou même il y a une journée? Non, ça ne sert plus à rien, en fait. Hein. Parce qu'un agneau, en fait, sa barrière intestinale, elle se ferme très rapidement, on va le voir, et en fait, il faut lui donner le colostrum, en gros, dans les 6-8 heures qui suivent la naissance. Sinon, c'est beaucoup moins efficace. Les besoins d'un agneau, je vous ai mis ça parce que ça, c'est important quand vous allez doser le colostrum ou si vous achetez, vous savez, des colostros remplaceurs, des sachets ou des seringues où vous avez dedans des immunoglobulines. Donc, les agneaux, en fait, les immunoglobulines, ce sont des immunoglobulines de type G. Par exemple, les adultes, les humains, ce sont des immunoglobulines de type A. Et c'est pour ça que quand vous regardez sur vos petits sachets, par exemple, de remplaceurs, de remplacement de colostrum, c'est marqué IgG. Donc, IgG, ça veut dire immunoglobuline de type G. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un agneau, pour couvrir ses besoins, pour être capable d'affronter quand même de façon efficace tous les microbes qu'il va, parce que forcément, il va être confronté à des microbes, il a besoin entre 12 et 24 grammes d'immunoglobuline. Entre 12 et 24 grammes. Et en matière de quantité, il faut qu'il en tête environ 100 mg par kilo de poids vif. Donc, si vous mettez un agneau qui pèse 4 kg à la naissance, eh ben, il faut qu'il tête environ 100 mg de colostrum, et cela dans les 6 heures qui suivent la naissance. Donc, vous avez ici illustré l'absorption des immunoglobulines dans l'intestin. Parce qu'en fait, vos agneaux, ils vont téter, et en fait, ça va être absorbé au niveau de l'intestin. Et plus le temps passe après la naissance,
plus les cellules de l'intestin, elles se ferment et en fait, après, elles ne laissent plus passer les immunoglobulines. Vous comprenez? Il y a une fermeture en fait des cellules de l'intestin et ensuite, ça circule comme dans du lait, c'est-à-dire, bon, c'est pas mauvais pour autant, mais ça circule dans le tube digestif normalement, mais ce n'est plus absorbé. Donc, vous voyez, en termes d'absorption, là, vous avez deux exemples, une absorption à 50%, donc ça veut dire que les cellules sont très ouvertes, ou une absorption à 20%, ce qui peut arriver. Mais dans tous les cas, quand vous êtes 6 heures après la naissance, vous n'avez déjà plus que 10% d'immunoglobulines qui sont absorbées. Et alors, 12 heures après, on n'en parle même plus parce que vous n'avez plus que 5%. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et 24 heures après, vous êtes à 0. Donc, alors ça ne veut pas dire autant qu'il faille se lever la nuit, forcément, si vous ne vous levez pas, ce n'est pas forcément un problème. Ça ne veut pas dire autant qu'il faille se lever la nuit toutes les 2 heures. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais au moins en journée, il faut faire téter le plus rapidement possible. Et la nuit, quand vous arrivez le matin, c'est ces agneaux-là qu'il faut faire téter en priorité. Alors, nos petits biberons, là, en fait, on a dit 100 millilitres par kilo de poids vif. Et nos biberons, ça veut dire qu'un agneau, il ne têtera pas 400 millilitres d'un seul coup. C'est quasiment impossible. Ils sont vraiment un très gros simple goinfre, et encore, même pas. Donc, ça veut dire que souvent, et ça, c'est quelque chose qu'on fait rarement, parce que c'est très gourmand en temps, souvent, si vous enlevez votre biberon tout de suite après la naissance, ce qui peut arriver, il peut y en avoir 4 et vous dites « Oh là là, elle va en écraser un, donc je l'enlève tout de suite. » Il peut être un peu en train de se refroidir, on va en parler. Vous dites « Oh là là, si je le laisse là demain matin, il n'y aura plus d'agneau, donc ce n'est pas la peine. » Donc, il peut être refusé par sa mère. La mère, on a eu plusieurs, mais il y en a un qui a couru le long des auges. Et quand vous arrivez, elle est restée avec les 2 autres. Et puis, le troisième, vous lui mettez, elle n'en veut plus. Donc, il y a plein de situations possibles. Mais dans ces cas-là, il faudrait que vos agneaux, vous leur donniez 2 fois du colostrum. Voilà, je sais que ce n'est pas évident, mais si vous pouvez le faire, c'est mieux. Et pour ça, il faut pouvoir identifier l'agneau, surtout quand on est plusieurs à l'agnelage. Alors ça, c'est le coup classique. Quand on est plusieurs, on a beau se dire les trucs, mais des fois, on oublie quand on a beaucoup de boulot. Ou même des fois, quand on est tout seul, on oublie aussi. Donc, surtout quand il y a beaucoup d'agnelage en même temps. Donc, il y a une petite astuce que vous pouvez mettre en place. Peut-être le faites-vous d'ailleurs. C'est de mettre un élastique à bocal à l'agneau. Alors, il ne faut pas le laisser pendant 15 jours parce que sinon, après, il faut le couper parce qu'on ne peut plus le sortir. Mais ça permet de les identifier très rapidement. Bon, vous dites, bon, voilà, celui-là, il faut que je leur fasse boire, par exemple. Et il y a des éleveurs qui utilisent cet élastique à bocal pour autre chose aussi. Quand ils ont des gros lots de biberons, en fait, quand ils les mettent dans le lot et qu'ils ne savent pas téter, ils leur mettent l'élastique. Comme ça, ils savent le coup d'après quels agneaux ils doivent surveiller ou faire téter à la tétine. Et par exemple, s'ils passent à côté la journée, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui apprennent à téter tout seul, et qui voient téter l'agneau tout seul, pouf, ils y vont, ils enlèvent l'élastique et basta. Voilà, c'est un moyen mémotechnique. Alors, l'agneau est refroidi, que fait-on? Voilà, un agneau nouveau-né que vous voulez mettre au biberon ou pas d'ailleurs. Donc, vous savez que sur ces agneaux-là, d'abord, ils ne têtent pas. C'est les agneaux qui ne têtent pas. Ils ont la bouche toute froide, ça c'est une caractéristique, ils ne bougent pas une oreille, donc souvent c'est mal barré. Donc là, ce qu'on peut faire, et ce qui marche quand même relativement bien, ce sont les injections de glucose. Donc du glucose, en fait, c'est de l'énergie. Donc un agneau qui est refroidi, en fait, il est dans une espèce de coma, c'est pour ça qu'il ne bouge pas, il a les yeux tout, voilà. Et pour qu'il se réveille, en fait, souvent, on le met sous une lampe ou dans un réveil agneau. Enfin, bref, on le réchauffe. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour que ça aille encore plus vite et que ça aille encore mieux, il faut remettre en marche le cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui consomme énormément de sucre et de glucose, énormément. Et si vous mettez du glucose, on en met 20 millilitres, 15-20, et bien, en fait, le cerveau va se remettre en marche beaucoup plus rapidement
et votre agneau avec la lampe chauffante, hein, en plus évidemment, hein, en fait, il va se réchauffer et dans la majeure partie des cas, une demi-heure après, il est debout. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez, ça? Vous nous dites dans le chat si vous avez l'habitude de faire du glucose. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le faire en sous-cutané. Souvent, les éleveurs, ils préfèrent. Mais sous-cutané, bon, ça fuit un peu, hein, forcément. Hein, on ne peut pas mettre des grandes quantités sur un petit agneau comme ça. Sinon, vous avez une autre technique qui marche très bien. C'est ce qu'on appelle en intrapéritonéal. Donc, vous savez, le péritoine, c'est ce qui entoure les intestins. Donc, ne craignez rien, hein, vous n'allez pas percer les intestins. Hein. Un intestin, quand vous voulez l'attraper, il se dérobe. Donc, il s'en va. Donc, vous n'allez pas percer les intestins, ne craignez rien. Donc, en fait, vous voyez ce qu'on fait, vous l'avez sur la photo. En fait, la caillette d'un agneau, elle est au-dessus du nombril. Vous voyez le nombril là? Une caillette, c'est au-dessus du nombril. C'est comme nous, notre estomac. Notre estomac, il est au-dessus de notre nombril. Et en dessous, donc, vous avez les intestins. Donc, en fait, on pique dans une espèce de diagonale qui va du nombril au bout de la patte et on pique au milieu. Voilà, ça s'appelle une intrapéritonéale. C'est le coup de le faire une fois. Une fois qu'on est habitué, franchement, c'est plus facile à faire qu'une sous-cutanée. Hein. C'est plus facile. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir des seringues très, très propres. Et en fait, on utilise souvent soit la même seringue, on change l'aiguille, une aiguille jetable différente à chaque agneau. Hein. Ça, c'est impératif parce que vous pensez bien qu'un tout petit agneau auquel vous allez injecter avec une seringue pas propre, ben voilà, ça va être pire que tout. Ça va être pire que tout. Une fois que votre petit agneau est réveillé, donc là, vous pouvez, s'il ne veut pas téter, ça arrive, hein, on peut avoir des agneaux qui sont un peu idiots, hein, ça arrive. Vous pouvez donc faire ce qu'on appelle les sondés. Alors là, c'est pareil. Est-ce que vous voulez nous dire si certains d'entre vous le faites? Donc, en fait, on fait ingurgiter de force. Donc, ça évite aussi de s'énerver à faire téter un agneau qui ne veut pas téter. Donc, une petite astuce pour éviter de se tromper de conduit, auquel cas, évidemment, c'est imparable. Il ne faut évidemment pas le mettre dans les poumons, hein, c'est évident. Donc, pour être sûr, en fait, il faut leur faire ingurgiter de façon assez lente. Et vous écoutez. Vous voyez comme là, la photo de gauche. En fait, quand vous êtes bien dans le système digestif, ça fait le bruit d'un estomac vide. Ça fait gloup, gloup, comme quand on a faim, en fait. Si vous n'entendez rien du tout, ou si vous entendez siffler, il faut l'enlever, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais sincèrement, si vous entendez le bruit d'un estomac vide, vous n'avez aucune crainte, vous n'allez pas vous tromper de conduite. Voilà, alors ça, on le fait voilà, sur les agneaux qui vraiment sont récalcitrants et on se dit, ben voilà, celui-là, il n'a déjà pas tété ce midi. Bon, ce soir, il ne veut encore pas. Bon, il ne va pas passer la nuit, hein, tout petit agneau. Donc, voilà, je lui fais, s'il est vraiment très, très petit, je lui fais 100 millilitres. S'il est un peu plus gros, je lui en fais 150, etc. Voilà. Alors, maintenant, vous manquez de colostrum. Ça arrive souvent, surtout si vous êtes en brebis prolifique avec beaucoup d'agneaux. Hein. Quelle est la meilleure solution pour vos agneaux, pour qu'ils soient couverts? Donc, la meilleure solution de toutes, c'est de prélever une brebis une de vos brebis. C'est la meilleure parce que vous avez un colostrum qui est parfaitement adapté au microbisme de votre bergerie. Donc, c'est vraiment la meilleure des solutions. Mais attention, ça, c'est comme l'intestin et puis la digestion du colostrum par les agneaux. En fait, une brebis, 6 heures après la mise bas, si elle a été tétée, le lait, parce que le lait est descendu en plus du colostrum, il a déjà considérablement diminué en immunoglobuline. Et 12 heures après, ce n'est plus la peine. Donc, votre brebis, si vous la prélevez, il faut qu'elle ait agnolé dans la demi-journée. Sinon, voilà. Ou alors qu'elle n'ait pas été tétée. Par exemple, une brebis qui a un simple, des fois, il est un peu cucu, il tète que d'un côté. Bon, ça se voit, le quartier qui n'a pas été tété. Bon, là, vous pouvez la prélever, il n'y a pas de souci. Mais si elle a été tétée des deux côtés, c'est dans les 6 heures qui suivent l'agnolage. Vous pouvez aussi avoir du colostrum congelé. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Vous pouvez avoir vos propres brebis
Par exemple, des brebis qui ont beaucoup de lait, on dit, bah, tiens, on va traire un côté et puis on aura une petite bouteille pour la prochaine fois. Des chèvres, bien sûr, hein. Et puis des vaches laitières. Alors là, les vaches laitières, ce qui est très intéressant, c'est que ça donne beaucoup de volume, quoi. Vous pouvez avoir 4, 5, 6, 7 litres, quoi. Donc, voilà, c'est très intéressant au niveau du volume. Au niveau de la qualité, on y reviendra après. Ce n'est pas forcément le top, mais il y a des moyens de vérifier. Et puis, vous avez les compléments de colostrum, donc, que vous trouvez dans le commerce. Donc là, moi, ce que je vous engage juste, c'est à regarder la concentration en IgG, donc en immunoglobuline, sachant que, je vous rappelle, votre agneau, il faut qu'il en ait en moyenne 18 grammes pour être couvert, hein, et qu'il ne va pas pouvoir avaler 3 litres de colostrum du commerce. Donc, voilà, vous regardez juste si votre colostrum il est assez dosé ou pas, et puis vous le saurez. Donc, la qualité du colostrum, si vous allez chercher du colostrum de vache, du colostrum de brebis allaitante, en général, on a très peu de problèmes de qualité, hein, je vous le dis. Hein. Sur de la brebis laitière, ils sont moins dosés parce que, tout simplement, d'abord, ils ont des volumes de lait beaucoup plus importants, donc forcément, c'est plus dilué. Et puis aussi, voilà, on a sélectionné sur d'autres critères qui font que le critère du colostrum, de la concentration en IgG, il a quand même un peu baissé. Il a un peu baissé. Donc là, vous voyez, vous avez un exemple de courbe de colostrum de vache laitière. Alors attention, on ne prend que de la première traite. Hein. Si vous diluez la première et la deuxième, vous êtes sûr que de toute façon, votre colostrum ne sera pas bon. C'est que de la première traite. Et vous voyez que globalement, on sait qu'à moins de 50 grammes d'IgG par kilo, c'est un colostrum qui va être limite. Hein. Je vous rappelle, votre agneau, il lui en faut entre 12 et 24 grammes. Il ne va pas entêter à litre. Hein. Donc, il faut quand même être sur des niveaux assez élevés. Hein. Et donc, vous voyez que ça vaut le coup quand même, si vous le pouvez, si vous allez chercher du colostrum de vache laitière. Alors, si vous le prenez chez vous, c'est encore mieux parce que là aussi, il est adapté au microbisme. Ou si vous allez chercher chez un voisin, de vérifier sa concentration quand vous allez le chercher, quoi. Et il y a des fois, ce n'est pas la peine d'embarrasser le congélateur parce que tout simplement, le colostrum, il n'est pas assez dosé en immunoglobuline. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le PES colostrum, là, que vous voyez là. Donc, c'est un truc tout simple. Vous pompez et puis vous avez une espèce de… C'est comme un PES acide ou un PES alcool. Hein. Si c'est dans le rouge, ça ne sert à rien. Il faut mettre au caniveau. Hein, ça ne sert strictement à rien. Et puis, sinon, vous avez un autre appareil qui est très pratique aussi, qui s'appelle un réfractomètre, qui coûte un petit peu plus cher. Mais vous mettez juste une goutte et ça vous donne une indication en brix. Voilà. Et il faut que le colostrum fasse plus de 24 brix pour être bon. Si vous êtes au-dessus de 24 brix, c'est qu'il est excellent et vous pouvez sans problème le congeler. Donc, ça peut être congelé 1 an, hein, sans problème. Ça se décongèle jamais au micro-ondes parce que sinon, vous perdez toutes les immunoglobulines que vous avez stockées. Hein. Et puis, ça se congèle soit en petite quantité pour vos biberons. Hein. Il y a des éleveurs qui les mettent dans des poches à glaçons. Vous savez, comme quand on voit l'apéro, là, dans les poches à glaçons. Ils les dégèlent avec ça. Il y en a d'autres, dans les grandes périodes d'agnelage, ils font que des bouteilles d'1,5 litre et ils le laissent dans le frigo. Donc, vous pouvez le laisser 1 semaine au frigo, le colostrum. Par contre, il ne faut pas l'oublier sur la botte dans la bergerie s'il fait 30 degrés. Hein. Mais si vous le laissez bien au frigo, vous pouvez laisser 1 semaine. Par contre, au bout d'1 semaine, vous le sentirez tout seul, il a tourné et il faut prendre une autre bouteille. Voilà. Mais vraiment, pour vos biberons, pour le reste aussi, hein, mais pour les biberons qui sont en plus isolés, qui sont plus soumis au microbisme, c'est très, très important. Le colostrum, c'est très, très important. Voilà. Alors, vos questions, vos remarques surtout. Dites-nous tout. Laurence, est-ce que tu veux que je te fasse un petit topo de ce qu'on a comme questions-commentaires? Oui. Parfait. Oui. Donc, tout d'abord, il y avait la question, c'est ça, de gavage. Pas de gavage, mais de l'injection du glucose. Ça ne semblait pas quelque chose qui est fréquent ici, qui est fait par
les éleveurs. Dans le fond, j'ai une personne qui dit oui, le gavage, mais jamais donné du glucose comme vous l'avez montré, je ne savais pas. Ensuite, je n'ai jamais donné de glucose péritonéal, mais j'en prends note. Puis moi, je rajouterais peut-être même la question, suite à ça, dans le fond, c'est ça, le gavage, est-ce que ça serait une étape à essayer avant de faire l'injection? Si l'agneau n'est pas comateux encore, j'avais comme déjà entendu dire, tu sais, quand l'agneau est comateux, il n'est pas vraiment vigoureux, rien, là, tu y vas avec l'injection. Mais avant d'en arriver là, est-ce que pour vous, le gavage, comment c'est vu? Je pense qu'il n'y en a pas été question. Est-ce que c'est une pratique de votre côté? Alors, sur le gavage, en fait, il y a des détracteurs et puis il y a des gens qui font tout l'agnelage avec la seringue à gaver dans la poche. C'est un outil pour eux indispensable. En fait, le gavage, de toute façon, il ne faut jamais le faire sur un agneau refroidi. Mais ça, je crois que vous avez compris. Il a la bouche froide. Un agneau qui a la bouche froide, même s'il n'est pas encore dans le coma, il ne faut pas le gaver. Parce qu'en fait, son système digestif est ralenti et il faut le réchauffer. Il faut absolument que vous le réchauffiez avant. Absolument. Et après, le gavage, eh bien, vous pouvez le faire aussi sur un agneau, tout simplement, qui est idiot, quoi. Il y en a, hein. Vous avez par exemple des agneaux qui naissent un peu gros. Souvent, ceux-là, ils sont... Je pense ça les a serrés au niveau de la tête, hein, et donc ils mettent quand même un petit moment à comprendre et à téter, quoi. Donc, sur ces agneaux-là, vous pouvez leur faire sans aucun souci, hein. Ça vous évite d'être là avec votre biberon en train de vous agacer parce qu'en fait, ils ne peuvent pas téter, en train d'appuyer sur la tétine et ça dégouline de partout. Voilà. Enfin, moi, je vous engage vraiment, c'est un petit outil qui n'est pas cher du tout, qu'il faut par contre désinfecter plusieurs fois dans la journée, hein. Souvent, il faut le laver, il faut le passer à l'eau de javel. Un petit outil comme ça, quand vous en servez beaucoup, au bout d'une campagne d'agnelage, vous ne voyez plus les traits, vous savez, hein, les 50, 100, machin, vous ne le voyez plus, ça. Parce qu'en fait, il faut tout le temps le laver. C'est très important. Ça, c'est très, très important. Et sur le glucose, alors oui, je sais, en France, il y a plein de gens qui ne font pas non plus. Mais vraiment, moi, je vous engage vraiment à essayer et vous serez surpris. Vraiment. Si vous ne voulez pas le faire en intrapéritonéal, je comprends, hein, ça fait peut-être un peu bizarre, vous pouvez le faire en sous-cutané. Hein. Vous le faites en sous-cutané à plusieurs points sur votre petit agneau, dans les plis du cou, dans les plis des quatre pattes, etc. Et vous allez voir qu'en les réchauffant en même temps, vous allez voir que vous allez en sauver. Vous allez en sauver, c'est sûr. Et vraiment, je vous engage à essayer. Vraiment, je vous engage. Merci, Laurence. Juste pour terminer avec le glucose, j'avais une dernière question. C'est le glucose qu'on trouve chez les vétérinaires est de 50 %. Est-ce possible et est-ce qu'on doit le diluer? Alors là, il faudrait que tu demandes un veto, mais globalement, si vous faites en intrapéritonéal, en fait, on prend du glucose 5 %. Parce qu'il faut qu'il soit isotonique. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit moins concentré que le sang. Et nous, on a du 5 et du 10 %. Et vous, c'est du 50. Mais c'est pour les veaux, ça, non? C'est pas mentionné. Je pourrais pas répondre. Du 50? Oui, elle me répond que c'est pour les vaches. Tout à fait. Ah oui. Oui. Non, moi, je ne mettrais pas celui-là. Hein. Mais, elle demande quelle quantité de glucose dans les injections? Alors, dans les injections, on met minimum sur un petit agneau 10, 15, quoi. Et en intrapéritonéal, souvent, on fait avec des seringues de 10, quoi. On met 10. Mais vous pouvez mettre 10 à 20, hein, sans souci. Hein. OK. J'ai aussi une personne qui mentionne que de réchauffer l'agneau en le gavant avec le lait chaud, mais c'est une façon de faire, là, j'imagine, qui est intéressante aussi, là, mais elle dit que c'est bon. Alors, si vous voulez réchauffer un agneau qui est vraiment refroidi, il peut être froid sur le dessus, là. Hein. Donc là, vous le mettez sous la lampe. S'il a la bouche froide et qu'il a la bouche chaude, par contre, et qu'il n'a pas tété, vous pouvez, effectivement, là, vous pouvez le gaver. Hein. Et puis, vous le mettez sous la lampe et il a froid parce qu'il est mouillé. Mais vraiment, s'il a la langue froide, il ne faut surtout pas le faire. Moi, je pense que parce que là, ça ne va pas le faire. Parfait. Merci.
J'ai aussi, côté sélénium, on aimerait savoir si c'est bien 4 mg de sélénium par brebis en fin de gestation. Merci. Les besoins d'une brebis, Oui. les besoins d'une brebis en sélénium, c'est 0,2 par kilo de matière sèche. Et vos brebis en fin de gestation, elles consomment environ 2 kilos. Donc, les besoins d'une brebis en sélénium en fin de gestation, ça va être 0,4 mg par jour. C'est bon? Oui, parfait. Ensuite, je remonte pour voir les questions. OK, j'ai une question. Est-ce qu'on peut transférer un agneau à l'allaitement artificiel à 10 à 15 jours de vie? Par exemple, si on laisse 3 agneaux sous la mère et que l'on voit que la brebis ne peut pas les alimenter suffisamment, donc en transférer un, mais comme par après, là, de ce que je comprends. Oui, je comprends la question. Alors, au niveau digestif, vous pouvez. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer, on verra tout à l'heure, hein, mais vous au Canada, vous avez la même poudre de lait. Mais si vous avez deux types de poudre de lait, par contre, il ne faut pas les changer de poudre de lait d'un seul coup ou d'un seul parce que ce n'est pas le même mode de digestion. On en parlera. Alors ça, vous pouvez le faire, bien sûr, vous pouvez. Alors la grosse difficulté, ça va être qu'ils s'habituent à la tétine. C'est ça la grosse difficulté. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Un agneau que vous allez mettre au biberon, vous pouvez le remettre avec sa mère. D'abord, elle ne reconnaît pas, elle n'en veut pas. Mais lui, souvent, il ne sait même plus téter. Hein. Et un agneau qui a tété sa mère pendant 10-15 jours, pour l'habituer à la tétine, ne serait-ce qu'au biberon, alors c'est souvent compliqué. Sauf si, quand il était sous la mère, vous l'avez complémenté un peu au biberon parce que depuis le début, vous avez vu que c'était un peu limite. Voilà, et là, il va s'y mettre facilement. Mais sinon, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Vous pouvez essayer, mais je ne vous garantis pas le résultat. Oui, tout à fait. Parfait, merci. On revient possiblement, c'est le tableau que tu présentais au tout début. J'avais quelqu'un qui mentionnait simplement qu'il ne faut pas oublier aussi les frais liés à l'achat de tétine et des tuyaux qui sont à changer souvent. Puis ensuite, on demandait les prix de référence. Dans le fond, tu avais pris ceux du Québec quand même pour tes tableaux au niveau de la poudre de lait et de la moulée. Donc, c'est comparaison Québec, là. On parle bien, là. C'est bien ça, Laurence? Parfait. Oui. Donc, c'est vraiment les prix au Québec parce que je sais que chez vous, c'est ça, la poudre de lait est quand même moins chère, hein, ce qu'on avait vu ensemble. Oui, elle est moins chère, mais on vend aussi les agneaux moins chers que vous, hein, si ça peut vous... Oui, c'est ce qu'on a constaté tout à l'heure. Oui, tout à fait. OK, donc je vais redescendre voir. OK. J'ai un vétérinaire ici et collègue Martin Dion, dans le fond, qui répond un peu aussi. Il dit on doit diluer le dextrose 1 dans 10 pour avoir du 5 %. Ah, très bien. Très bien, ouais, merci. Et il rajoute en sous-cutané, je ne sais pas s'il y a une bonne absorption. Agneau en hypothermie et peut-être déshydraté. Pour les agneaux donc, il recommanderait pour les agneaux en hypothermie et peut-être déshydratés. Donc, merci Martin, qui est vétérinaire. Donc, j'ai une autre question. Quel est le nombre de jours idéal pour l'allaitement artificiel? J'imagine le nombre de jours sous allaitement là, au moment où est-ce qu'ils vont être assevrés. J'ose imaginer que c'est ça. Alors, sur l'âge de sevrage, on verra tout à l'heure. En fait, les plus jeunes, souvent, on les sèvre, vers 30-35 jours, hein, 35. Ouais. OK. On verra tout à l'heure, il faut aussi qu'ils fassent un certain poids, quoi. Oui, OK, parfait. J'ai quelqu'un qui voudrait savoir par curiosité le prix du kilo de votre poudre de lait en France. Attends, je vais faire. Donc, nous, c'est 60 € le sac, 60 € le sac. Un sac de combien? 25 kilos et il faut que je divise par 0,67. Oui. 3,6 le kilo. En canadien? Oui. OK. Oui, puis tu vois, nous ici, là, moi, je m'étais basée sur une poche de 20 kilos à 75 $ actuellement là, chez un fournisseur, donc ça revient à 3,75.
Oui, vous êtes On n'est pas tant. Non, vous n'êtes pas beaucoup plus cher que Il y en a à 85 là aussi là, que j'ai vu par ma collègue. Donc, tout dépendamment des endroits où on l'achète. Oui, mais vous voyez, on est assez voisins quand même, finalement. Hein. Tu vois, j'ai 90 la poche. Donc, moi, c'est ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit qui a payé sa poche 75. Là, j'en ai 85. Là, j'en ai un qui me répond 90. Donc, les prix sont comme quand même assez variables que je constate d'un fournisseur à l'autre. Oui, mais chez nous, c'est pareil. Ça dépend de beaucoup de choses, dont la proportion de poudre de lait, etc. Nous, chez nous, c'est pareil. Les prix sont variables. Oui. OK. Ensuite, je ne sais pas s'il y avait d'autres. OK. Oui, il y a quelqu'un qui dit c'est ça dépend aussi de si c'est un lait acidifié ou non. Donc, il y a eu une augmentation des prix au printemps, paraît-il. Ah oui. Oui. Donc, je pense qu'on pourrait poursuivre. Je regarde l'heure, puis c'est le fun, c'est dynamique. On peut poursuivre la prochaine série. Puis, alors, on continue plus sur les aspects type de poudre de lait, préparation du lait, etc. Et ce que je vous propose, on commence par quel agneau on enlève. Alors ça, c'est toujours une question, voilà. Quel agneau et à quel âge on l'enlève. Donc ça, on vient d'en parler. Donc si vous voulez qu'il tète le colostrum, il faut attendre au moins, on l'a vu tout à l'heure, hein, au moins 6, 8, 12 heures. Hein, voilà, si vous voulez qu'il tète tout le colostrum sous la mer. Hein, et sinon, il faut ou sinon, voilà, on enlève l'agneau plus tôt et puis on le met directement à la louve. Alors après, on peut le mettre à 2-3 jours aussi, hein, sans problème. Et puis on le met tard, on en a parlé en fait. Plus c'est normal, hein, plus il va avoir de difficultés à s'habituer à la louve. Alors déjà, il va être séparé de sa mère, ça c'est une chose, mais c'est surtout la tétine, ça a quand même un goût. Alors je suppose que vous n'avez peut-être pas les tétines, mais ça a quand même un espèce de goût qui n'a quand même rien à voir, une texture avec le pied de leur mère. Hein. Voilà. Donc quel agneau on va choisir? Alors si vous avez plus de 2 agneaux, voilà, ça c'est assez couramment admis. En général, on laisse les agneaux la portée la plus homogène. On ne va pas laisser un tout petit avec un gros, parce qu'on sait très bien qu'un tout petit avec un gros, le gros va avoir certainement le dessus sur le petit, et puis voilà, ça va faire un certain déséquilibre. Donc, si vous avez 2 gros et un petit, souvent on met le petit. Si vous avez 2 petits et un gros, souvent on met le gros. Voilà. Mais si on regarde un peu la chance de survie que l'agneau va avoir lorsqu'il va être séparé de sa mère, même qu'il soit dans les conditions les meilleures possibles au biberon, avec une lampe, avec de la bonne paille, avec tout ce que vous pouvez le choyer, les faire téter 4 ou 5 fois par jour, de toute façon, il sera toujours moins bien qu'avec sa mère. Ça, c'est évident. Au niveau digestif, le lait de la mère est de toute façon bien mieux adapté que la poudre de lait, donc il sera plus sujet à tout ce qui est diarrhée, etc. Et puis, il est plus sensible quand il n'est plus avec sa mère. Bon, voilà, donc je sais que ça fait bizarre, mais si vous voulez qu'il y ait le plus de chances de survie, le mieux, c'est de mettre le plus gros. C'est rarement ce qu'on fait, parce que souvent, on dit qu'on met les plus petits, parce qu'on dit, tant pis, si... Bon. Mais le mieux, ce serait quand même de mettre les plus gros. Alors, sur les différents types d'aliments, en fait, en gros, il y en a 2, les poudres de lait. Il y a ce qu'on appelle la poudre de lait, qui est à base justement de poudre de lait, hein, qui contient entre 60 et 40% de poudre, voire un peu plus de 60 d'ailleurs. Hein. Et puis nous, on a des laits à base de lactosérum, donc je sais que vous n'avez pas trop, hein, mais bon, c'est des laits qui sont un peu moins chers, mais la différence n'est pas énorme. Hein. Je vous dis franchement, la différence n'est pas énorme. Ils sont un peu utilisés, nous, c'est des sacroses chez nous. Hein. Ils sont un peu utilisés en élevage, moins que les autres. Hein. Mais on n'a pas de résultat d'études récents qui permet de dire que ça marcherait mieux que les autres. Hein. Franchement, donc là, moi, j'ai plutôt l'habitude de dire, quand vous avez trouvé une poudre de lait qui marche bien, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème sanitaire, pas de diarrhée, etc., en changer parfois pour économiser 5 € sur le sac et puis avoir des soucis, des fois, c'est un peu, voilà, à voir. La préparation du lait, donc ça c'est primordial, il y a une concentration à respecter. Alors attention,
Là, les 200 grammes, c'est par litre d'eau que je vous donne. Ce n'est pas par litre de lait reconstitué. Si c'est par litre de lait reconstitué, c'est moins, évidemment. Donc, normalement, ce qu'il faudrait faire, il faudrait commencer par une concentration un peu supérieure, du genre 220 grammes par litre d'eau, et diminuer, et puis arriver sur la presque sevrée à 180 grammes. Seulement. Alors, seulement, il y a plusieurs problèmes. D'abord, régler la louve, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile, et en plus, elle se dérègle toute seule, donc je ne vous raconte pas. Bon, voilà. Et en plus, les agneaux, ils n'ont pas le même âge. Donc, on ne va pas s'amuser à commencer à 220 puis à finir à 180. Donc, en général, ce qu'on fait, après, si vous voulez le faire, si c'est vraiment très groupé et que vous trouvez un intérêt, vous pouvez. En général, on met tout à 200 grammes de poudre de lait par litre d'eau. Le truc, c'est que les louves, c'est des petits appareils qui se dérèglent tout seuls. Donc, malheureusement. Donc, il est vraiment utile de vérifier la concentration du lait. Il ne faut surtout pas se fier au bouton là, qui marque la concentration sur les louves qui en ont, parce que de toute façon, ça se dérègle tout seul, même si vous ne touchez pas le bouton. Parce que souvent, c'est lié à la pression d'eau, etc., au nombre d'agneaux que vous allez avoir, etc. Donc, ça, vraiment, c'est utile de vérifier. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais l'une d'entre elles, c'est de récupérer sur un cycle complet. Vous enlevez tout le bol, là, vous récupérez la poudre, vous récupérez l'eau sur un cycle complet et puis vous pesez. Voilà, moi, malheureusement, ou alors, il y a des éleveurs qui le font aussi au réfractomètre, mais c'est quand même plus précis en pesant l'eau et le lait. La température de dilution, ça, c'est très important parce que ça va vous diluer, en fait, tout ce qui est matière grasse. Le lait, vous pouvez le donner froid si vous voulez. Il y a des éleveurs qui le donnent froid. Alors, pas au début parce que les agneaux ne veulent pas trop téter, mais une fois qu'ils ont une semaine, il y a des éleveurs qui le distribuent froid. Mais par contre, il faut tout le temps le diluer chaud. Ça, c'est très important. Et le diluer, c'est entre 55 et 65 degrés. En fait, c'est marqué sur les sacs. Il faut regarder. Mais 55 degrés, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et on a des soucis avec certaines louves, en fait, qui, lorsque vous voulez monter la température, parce que ça marche par contre, le bouton avec la température, lorsque vous voulez monter la température au-delà de 40, 45, elle disjoncte. Alors, je ne sais pas, dites-nous si vous avez également ce problème-là. Là, les constructeurs chez nous, ils se sont adaptés pour plus que ça arrive, parce que franchement, ça, c'était assez pénible. Et la température de distribution, bien sûr, ça ne va pas être à 55 degrés, parce que ça fait un peu chaud quand même. Donc, c'est plutôt autour de 40. Quand vous êtes à la louve, rien que le temps que ça passe dans les tuyaux, en fait, ça se refroidit très vite, voire des fois trop vite, quand vous avez des longueurs de tuyaux importantes et qu'il fait très froid. Il y a des fois, le lait, il arrive, il est un peu tiède, surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'agneaux. Donc là, vous avez une louve classique. Vous nous direz ce que vous avez comme louve chez vous. C'est certainement un peu la même chose. Et puis, si vous n'êtes pas à la louve, mais au seau, je ne sais pas comment vous dites chez vous, avec des tétines, vous avez ici un exemple de plan d'allaitement avec le nombre de repas par jour. Quand ils sont tout petits, la première semaine, souvent, on dit qu'il vaut mieux être à 4 repas. Et ensuite, à partir de la deuxième semaine, on passe à 3 repas. Et à partir de la troisième, à 2, c'est-à-dire matin et soir. Donc là, vous voyez, on monte jusqu'à 2 litres de lait reconstitué entre la semaine 3 et la semaine 5. Et après, on diminue un peu. Alors, si on diminue un peu, c'est tout simplement pour que les agneaux aillent manger la moulée. Parce que des agneaux qui sont à la louve, en fait, ils têtent tellement de lait, comme ils sont à volonté, ils vont manger très, très peu de moulée, très, très peu. Ils grignotent un peu comme ça, mais ils mangent quasiment rien. Ce qui est normal d'ailleurs. Ils préfèrent le lait. Alors, au niveau du fourrage, alors ça, on n'a pas de résultat d'études précis là-dessus, mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on mettait de la paille, on avait beaucoup moins de soucis de diarrhée sur ces agneaux qui sont au biberon que si on mettait du foin. Et en tout état de cause, on ne met jamais de foin de trop bonne qualité, du foin de deuxième coupe, etc. Alors là, avec ces foins-là, plus le lait, par contre, là, vous pouvez avoir des problèmes assez importants de diarrhée, voire autres. Mais Martin, le vétérinaire, il pourra peut-être nous apporter un éclaircissement
Là-dessus, ce serait vraiment intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils aient un abreuvoir. Parce qu'en fait, une fois qu'ils vont être sevrés, s'ils n'ont jamais bu d'eau et surtout jamais bu d'abreuvoir, surtout si ce sont des abreuvoirs à poussoir, vous savez, les abreuvoirs qu'on est obligé de pousser là, pour boire, et ben en fait, ils vont pas savoir boire. Et leur survie, une fois que vous les avez juste sevrés, en fait, c'est qu'il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau. Il faut absolument qu'ils boivent beaucoup d'eau. Donc, c'est mieux s'il y a un abreuvoir. Je sais qu'il n'y en a pas partout parce que ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément dans des bâtiments adaptés, etc. Mais si vous pouvez avoir un abreuvoir, c'est mieux. Sinon, vous êtes bon pour leur mettre un seau une fois sevrés parce que si vous mettez un seau d'eau, ils vont aller boire au seau quand même. Hein. Ils sentent l'eau. Hein. Souvent, on est obligé de leur mettre un seau au départ. Donc, vous avez ici illustré les quantités de lait que consomme un agneau qui va être à la louve. Hein. Donc, vous voyez, on commence très petit. Hein. On commence avec de très faibles quantités. Et puis, vous montez à 2,5 kg de lait. Vous pouvez, à partir de 35-40 jours, 3 kg de lait, ça ne leur fait pas peur. Hein. Pas du tout même. Hein. Une fois qu'ils ont commencé à téter, ils têtent tous en même temps. Vous avez remarqué, souvent, ils ne vont pas chacun leur tour. Il y a une espèce de phénomène d'entraînement. Mais aussitôt qu'il y en a qui vont téter ou que vous allez en faire téter un, ils vont tous venir, etc. Donc, ils viennent très souvent téter. Alors, en plus du lait, bien sûr, ces petits agneaux, ils vont consommer de la moulée. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ils consomment beaucoup. Voilà. Si vous les sévrez très tôt, il n'y a pas de mystère. Hein. Ils vont consommer beaucoup, environ 100 kg hein, pour des agneaux. Hein. La paille, l'eau et l'argile. Alors, je vois si vous avez l'habitude de mettre de l'argile. Ça se fait pas mal aussi. Donc, Martin, si vous pouvez aussi apporter votre témoignage là-dessus. L'idée, c'est que ça fasse un peu un effet tampon, un espèce de tapis un peu au niveau de la muqueuse et ça limiterait les diarrhées, les entéros, etc. Voilà. Quand on achète de l'argile pure, ça ne coûte pas très cher, hein, donc ce n'est pas un gros investissement. Les agneaux en mangent un petit peu, on leur en met dans un coin du nourrisseur. Mais là encore, c'est des pratiques, mais je n'ai pas de résultats d'études à vous présenter. Peut-être en avez-vous hein, sur l'argile. Moi, j'en ai peu. Alors, l'hygiène du bâtiment, donc ça, c'est évidemment, avec des biberons, c'est vraiment très, très important, quoi. Le matériel, que ce soit la louve, les tétières, les biberons, parce que des fois, on est obligé de les habituer un petit peu aux biberons, pas trop, parce que sinon, ils prennent l'habitude. Tout ça, ça doit être vraiment très, très propre. Vraiment très, très propre. Nettoyer tous les jours. Les systèmes de lavage de louve automatique, ça n'a jamais marché. Ça ne marche toujours pas d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas parce que vous appuyez sur le machin haut que ça lave la louve. Hein. On est obligé de démonter, on est obligé de laver à la javel pour que ça soit vraiment très, très propre. Bien sûr, ils doivent être paillés. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des éleveurs qui les mettent sur caillebotis. Donc, je vous montrerai. Mais voilà, c'est très important. Et ce qu'on peut faire aussi pour avoir moins de problèmes sanitaires, c'est de laver les tuyaux. Vous voyez, tout ce qui est tuyaux, du début de l'allaitement, quand vous allez commencer un lot, à la fin, des fois c'est 2 mois, hein, parce qu'en fait, entre les premiers, les derniers, etc., et il se stocke quand même du lait dans tous ces tuyaux-là. Et il y a pas mal d'éleveurs chez nous qui, en fait, ont 2 jeux de tuyaux et ils les changent, alors pas toutes les semaines, hein, il ne faut pas abuser non plus, hein, mais je sais pas, tous les 15 jours, 3 semaines, en fait, ils changent leur jeu de tuyaux, ils font tremper pendant quelques heures l'autre, ils le nettoient, font tremper dans le javel, etc. Et ils ont cru remarquer quand même qu'ils avaient quand même moins de problèmes de diarrhée. Voilà, ça peut être une petite astuce pour avoir moins de soucis. Les recommandations en matière de bâtiment, donc ça reste des recommandations, hein, ce ne sont en aucun cas des normes. Donc, on compte maximum 4 petits agneaux au mètre carré pour un sevrage aux environs de 35-40 jours. La température constante, donc ça, c'est très bien dans l'idée, dans la réalité, c'est archi faux. Hein. Voilà, l'été, il fait plus chaud, et puis surtout l'hiver, avoir un bâtiment à 15 degrés, il faudrait, ça peut se faire, hein, mais avoir un bâtiment spécifique qui soit chauffé, en fait. Hein. Il y a quelques éleveurs qui en ont. Là, c'est sûr que c'est royal. Hein. Sinon, ben voilà, on met des lampes et puis les agneaux, ils sont couchés tous en tas sous les lampes. Ou pas d'ailleurs, s'il y en a qui ne vont pas, mais voilà. Il faut que ça soit à minima ventilé, évidemment, hein, ce sont des petits agneaux.
un point de chauffage, et puis bien sûr, il faut curer entre de l'eau et puis nettoyer. Alors, en matière d'aménagement du bâtiment maintenant, ce qui peut être pratique, c'est d'avoir 2 cases. Si vous avez beaucoup de biberons, bien sûr. Si vous en avez 15, ça ne vaut pas forcément le coup. Mais si vous faites des lots de biberons beaucoup plus grands, vous voyez à gauche, vous avez une petite case d'apprentissage, je vous en montrerai tout à l'heure, une autre. Donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, parce que c'est quand même des cases où on va quand même un certain nombre de fois dans la journée, dirons-nous. Donc, des petits agneaux comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des barrières de 80 mètres ou d'1 mètre de haut. Hein. Là, ça fait 30 cm, donc vous passez par-dessus très allègrement. Et puis surtout, ils ne se font pas écraser par les plus gros, quoi. Et vous ne laissez là que les agneaux qui ne savent pas téter, plus 1 ou 2 qui sait. Parce que pendant le 1 ou 2 qui sait, en fait, il va montrer aux autres et il y en a quand même une partie assez importante. On ne trouve toujours pas assez, mais il y a quand même des agneaux qui apprennent tout seuls. Surtout si vous les mettez très tôt. Plus vous les mettez tôt, plus ils apprennent tout seuls. Et puis, vous voyez à droite, donc ça, c'est un autre exemple où vous avez la case d'apprentissage à gauche, vous voyez, avec les tout petits agneaux. Et puis, une fois qu'ils savent téter, à droite. Et une fois qu'ils savent téter, l'éleveur les passe à gauche. Avec une zone à l'avant où vous pouvez avoir une tétine qui fuit ou des choses comme ça, où, vous voyez, ce sont des caillebotis. Je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure. Donc, là, vous avez les caillebotis juste devant les tétines. Et puis, sur la zone d'apprentissage, à gauche de la photo, là, vous avez des caillebotis sur toute la longueur. Ça fait 2 mètres carrés, hein, c'est tout petit. Hein. Mais vous voyez le système de caillebotis, voilà. Par contre, il faut les laver. Il faut laver, parce que sinon, ça se salit très, très rapidement. Donc, voilà, avec ce système-là, les agneaux que vous apprenez à faire téter, les autres ne vous embêtent pas pendant que vous faites téter. En plus, ils ne vous sautent pas sur le dos, etc. Ils ne viennent pas vous mâchonner quelques trucs. L'idéal, si vous en avez beaucoup, c'est d'alloter par âge parce que les agneaux qui ont 3-4 jours, moins d'1 semaine, on va dire, et les agneaux qui ont 4 semaines ou 5 qui sont prêts à sevrer, au niveau du microbisme, ce n'est pas la même chose. Et si on peut alloter, c'est mieux. Mais ça oblige bien sûr à avoir des gros lots, mais c'est mieux. Et dans votre petit aménagement, donc, ce qu'il faut prévoir, c'est un abreuvoir, on l'a dit, un petit râtelier avec la paille, et puis un nourrisseur où ils vont pouvoir aller manger éventuellement leur argile et puis leurs petits granulés que vous allez pouvoir leur mettre avec une boîte de conserve, hein, parce qu'ils conservent tellement peu au début à partir de 8, 10, 15 jours. Donc là, vous voyez ce petit aménagement-là. Donc l'éleveur, il a surélevé avec des caillebotis sur la photo du haut. Et une fois qu'ils sont plus grands, il enlève. Voilà, comme ça, les agneaux, ils sont toujours, il enlève le petit caillebotis. Ils sont toujours à leur hauteur pour téter. Et en bas, donc là, il a fait une espèce de petite estrade, vous voyez, où les agneaux, ils montent pour téter. Et sur la photo de droite, donc vous avez un aménagement avec, vous voyez, un couloir. Donc ça, c'est dans un centre de recherche où ils ont 1500 brebis, des prolifiques, donc ils font des centaines d'agneaux au biberon tous les ans. Hein. Mais leur aménagement, c'est ils ont un couloir où ils circulent, où ils peuvent laver la louve. Et ensuite, ils ont les tuyaux qui repartent dans chaque petit lot, comme ça, où ils rentrent facilement dedans. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que on a une page web qui s'appelle Équipe Innovin, où on a tout un tas d'aménagements de bergerie dessus. Vous pouvez par exemple aménager votre bergerie en faisant de la 3D, en choisissant tout un tas de choses. Hein. Et très prochainement, d'ici la fin de l'année, vous aurez dessus également des plans d'aménagement pour des allaitements artificiels avec toutes les différentes cases et puis tout un tas de petites astuces dont on va parler après. Voilà, on fait un petit temps d'échange. Oui, merci Laurence pour cette seconde partie. Je vais partir d'en bas. J'ai une première question. Quelle est la longueur idéale pour les tuyaux qui partent de la louve jusqu'à la station?
La longueur idéale, je dirais, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, entre 30 et 50 centimètres. Bon, après, vous pouvez aller au-delà quand même. Hein. Un mètre, ça serait… Ouais, si, vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre, je pense. Ah, il y a des gens qui veulent parler. Parfait. J'ai des mains levées, oui. J'ai Marie-Pierre. Je ne sais pas si c'était cette question-là. Si ça répond, Marie-Pierre, tu peux rebaisser ta main. J'ai Stéphanie qui a la main levée, donc je vais lui laisser prendre la parole. J'imagine que les mains levées, c'est qu'ils ont le goût de poser leurs questions en direct. Alors, Allô, Laurence. Merci pour ta belle présentation. Moi, j'avais juste une question concernant la composition du lait en poudre. Sur le marché, dépendamment de la compagnie, des fois, la composition du lait varie soit en protéines, en gras ou en lactose ou en solide totaux. Donc, je me demandais si tu avais une composition à recommander ou s'il y avait une quantité un pourcentage de protéines ou d'énergie ou de lactose à recommander. Voilà. Nous, les poudres de lait qu'on a sur le marché et qui marchent pas trop mal, en protéines, on est entre 20 et 23. C'est quand même assez resserré. Et puis après, il y a un autre critère qui joue aussi, c'est la matière grasse, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière. Et on est entre 20 et 25. Mais sur la protéine, pour répondre à ta question, bon, on en a à 19,5, hein, voilà, je t'ai arrondi à 20, mais on est entre 20 et 23. Et après, nous, voilà, ça, c'est ce qu'on trouve sur le marché. Nous, on n'a pas fait d'études comparatives, mais ces poudres-là, elles marchent, quoi. Elles fonctionnent. Parfait. Ben, merci. Je laisse la parole peut-être à Marie-Pierre. Allô, en fait, j'avais une question par rapport à tantôt, vous disiez que les agneaux étaient mieux avec leur mère qu'en allaitement artificiel, ça j'en conviens. Mais je sais qu'il y avait eu une étude qui a été présentée au 3R à Paris ou en France. Puis il y avait des gens qui mettaient des vieilles brebis à la retraite avec les agneaux en allaitement artificiel. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui le font. Ouais. Ils appellent ça des tentes. En fait, ça se fait assez peu, mais il y en a qui le font. Ouais. Et effectivement, donc l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche en France, hein, a fait une étude qui a montré que en fait, ça apaisait beaucoup les agneaux. Hein, c'est ça, Marie-Pierre, vous avez… Oui, en fait, c'est ça qui disait que les agneaux étaient vraiment… Il était vraiment mieux avec une vieille matante. Non, mais c'est vrai. Alors, en fait, moi, je connais très peu d'éleveurs qui le font. Alors, pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, souvent pour des raisons sanitaires, ils n'aiment pas trop mélanger les vieilles brebis avec les tout petits, voilà. Hein. Et puis ensuite, ça pose des problèmes d'accès au concentré. Parce que, en fait, si vous leur mettez le petit nourrisseur avec le granulé, si vous mettez la brebis avec, évidemment, elle va tout manger en moins de rien. Donc, ça oblige, en fait, si vous voulez, à faire un parc à agneaux et tout. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça oblige à faire un parc pour que ce soit uniquement les agneaux qui aillent. Mais c'est vrai que l'INRA a fait l'étude, mais en France, ça se fait peu. Ça se fait peu. Mais c'est vrai, oui. OK, parfait, merci. Oui. Merci. J'avais quelques autres questions, Laurence, avant de poursuivre. J'avais la question à savoir si vous mettez des probiotiques dans le lait en poudre pour les diarrhées. Alors, oui, il y a dans plusieurs laits, dans la liste, il y a marqué probiotiques. Oui. Ouais. Mais en fait, moi, je ne vends rien, si vous voulez. Moi, je travaille dans un institut technique, mais oui, tout à fait. Il y a des probiotiques. Si le sujet vous intéresse, il faudrait que vous en discutiez avec les fabricants de poudre. Hein. Il y en a qui sont très ouverts. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Parfait. Oui, merci. Et qui ont fait des essais, etc., et qui sont très ouverts. Oui. D'accord. Merci, Laurence. Il y avait la question à savoir, de votre côté, c'est quoi la marque de louve qu'on retrouve chez vous? Ah, alors nous, on a des Legrain beaucoup. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, non. C'est français, hein? OK, d'accord. Je ne sais pas, peut-être les producteurs pourront répondre dans le chat.
Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme marque de louve? Dites-moi. Je dois pas connaître. Hein. Ben, moi, je connais celles de Gros Beurre. Il y en a un autre que là, j'oublie le nom. Je ne sais pas si j'ai pas des producteurs dans le chat. OK, Gros Beurre. OK, il y a Lactec, Foster. Oui, les Lactex, ça, les Lactex, c'est le gras, ça. C'est la même chose. Vous avez ça, les Lactex? Oui, ben, ça, je ne l'avais jamais entendu. Mais oui, mais ça, c'est la même chose que nous, alors. Ça, c'est les mêmes, ça. OK. Je suis en train de vous calculer le prix de la louve. OK, c'est Foster et non pas. Oui. 4 000, ça vous dit quelque chose, ça? 4 000? Non. Pour une louve? Oui. Dollars canadiens? Oui. Je crois que ça ressemble à ça de notre côté aussi, tout dépendamment du type de louve. J'ai transformé les euros en dollars. Oui, ah non, je me suis trompée dans l'opération. 2300 $. Pour ce qu'on appelle les mini-louves, celles pour 25 agneaux. Maintenant, il faut des louves pour beaucoup plus. Alors, attendez, je vous fais l'opération. Oui, tu vois, j'ai déjà 6300 $ pour la Foster. 6300. Alors, 6300, nous, c'est les louves pour 80-100 agneaux. C'est le cas? Ah, j'ai pas Il y en a 7500, la marque Holm Low. Je ne connais pas celle-là, mais 7500. Oui, on répond que oui pour le nombre d'agneaux. C'est bien ça. Oui, mais ça doit être à peu près la même chose. Oui, oui, oui. Nous, à 6 000, c'est les grosses, là, à 6 000 $. Oui, tout à fait. J'avais la question pour l'argile. On demandait si c'est à volonté ou saupoudré. Alors, je ne sais pas, vous pouvez ajouter. Nous, en général, les éleveurs mettent à volonté dans un petit coin du nourrisseur. Bon, moi, j'en ai déjà vu des agneaux à la louve qui étaient bouchés. Hein, je vous dis franchement, c'est-à-dire qu'ils avaient mangé un peu trop d'argile. Bon, mais Martha, est-ce que vous voulez apporter votre témoignage sur l'argile? Vous serez bien plus à même que moi. Juste avant, j'ai un autre commentaire, puis c'est ça, Martin pourra compléter, mais c'est ça, pour les gens, quelqu'un avait entendu dire que ça absorbait, dans le fond, les minéraux. Est-ce vraiment le cas? Donc, ou plutôt, ça limitait l'absorption des minéraux. Moi, de mon côté, ce que j'avais entendu, donc c'est un peu mitigé. Je ne sais pas si Martin voulait se prononcer. Oui, Martin, ce serait bien parce que nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on n'a absolument aucun résultat d'étude sur le sujet. C'est une pratique qui maintenant est devenue très courante, de mettre de l'argile. C'est très, très courant. OK. Je vais attendre un peu, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas s'il est quitté. J'avais une autre question pour le réfractomètre. On demande en fait, c'est quoi la norme pour une bonne concentration en poudre? Ah, il faut que je vous retrouve ça. J'avais déjà vu passer ça, mais moi, j'ai... si. Ah, zut. Ouais. Mais est-ce que ça dépend aussi de la concentration? Non, il y a une norme. Non, il y a une norme. OK. Tout à l'heure, tu parlais de réfractomètre qui était quand même assez cher. Là, je l'ai vu sur la photo. Chez nous, on utilise pour le colostrum, en fait, les petits réfractomètres. Là, tu sais, c'est comme des petits bâtons cylindriques avec une petite lunette qu'on ouvre et on met une goutte. Ça coûte environ pas plus que 30 $. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce type-là? Oui, enfin, et puis tu en as à lecture optique. Ceux qui sont à lecture optique, c'est-à-dire tu mets ton truc et ils sont plus autour de 60-70 $, quoi. Mais sinon, ceux que tu regardes dans la lunette, là, alors il faut bien regarder vers une source de lumière, parce que voilà, il faut bien regarder le niveau, c'est pas toujours très simple. Mais je vais vous retrouver, ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. On avait fait une vidéo, je vais vous le retrouver. Ben justement, il y a quelqu'un d'autre qui a l'air de très bien s'y connaître. Dans le fond, il mentionne pour la concentration, je vous le lis là, parce que c'est un petit paragraphe, c'est tout aussi important de respecter les indicateurs du fabricant que pour la température de dilution. Faire attention lors de l'utilisation du réfractomètre pour calibrer une louve. Un réfractomètre, comme montré en diapo, n'est pas très précis et celui-ci doit être calibré selon sa température d'utilisation.
Puis finalement, il faut un facteur de correction qui peut être de plus 1 à plus 3 pour obtenir la concentration du lait reconstitué versus la mesure Brix selon la formulation du lactoremplaçant. D'accord. Très bien. Je ne savais pas, mais ce que je savais, c'est que c'était moins précis, effectivement, que de peser l'eau et la poudre. Mais je ne savais pas pourquoi. Ça va être très intéressant. Okay. Oui, c'est précis. Je ne sais pas. C'est fort possible. Hein. Ça, c'est une... Oui. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine. Et du coup, cette personne-là, est-ce qu'elle saurait la concentration en Brix? Ben, si elle nous entend, elle pourra peut-être nous répondre. Ouais. Sinon, je te l'enverrai pour que tu puisses le donner à tout le monde. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, on n'a pas de nouvelles de Martin. Peut-être qu'il a quitté. J'ai peut-être une dernière question. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une louve pour un élevage de 110 brebis? Alors, en fait, pour qu'une louve fonctionne, bien qu'en matière de fonctionnement, il faut qu'il y ait suffisamment d'agneaux qui têtent. Si vous avez 4 agneaux, alors des fois au début on en a 4, hein, au début il faut bien commencer par quelque chose, mais si vous avez 4 agneaux qui têtent, en fait ce qui va se passer c'est que la louve va déclencher, mais le lait il va toujours être froid et voilà, ça va pas fonctionner. Donc alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce chiffre, on a l'habitude de dire que pour que ça marche, il faut au moins avoir 8-10 agneaux qui têtent dans le même lot, c'est vraiment le minimum. Après, il faut calculer au niveau économique. Donc, ça, c'est une autre affaire. Ouais, ça, c'est autre chose. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du temps de travail, il y a quand même beaucoup moins de boulot avec la louve qu'au seau. Mais si vous avez 5 ou 6 agneaux au biberon, c'est évident que la louve ne marchera pas, de toute façon. Elle ne marchera pas. Elle fonctionnera mal. Et à contrario, si vous avez trop d'agneaux qui têtent. Donc ça, les lactèques, par exemple, là, que tu citais tout à l'heure, ou les louves, ce qu'on appelle les mini-louves, hein, qui sont adaptées à 25 agneaux, hein, en fait, à la fin, quand ils têtent sans arrêt, quoi, hein, quand ils têtent 2 litres, 2 litres et demi, la louve, elle se déclenche tellement souvent qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, elle s'arrête. C'est-à-dire, même si vous la lavez tous les jours, en fait, au moins une fois dans la journée, le lait qui tombe sur la sonde, là, il reste sur la sonde et ça l'empêche de se redéclencher. Donc, en fait, ce qu'on est obligé de faire, on est obligé de démonter le haut, là, avec les ailettes, de nettoyer la sonde et après, elle repart. Voilà. Donc, quand il y en a trop, il peut y avoir des petits soucis aussi, mais bon, il suffit de nettoyer la petite sonde. Parfait. Merci, Laurence. J'ai Stéphanie qui a la main levée. Donc, ça serait peut-être la dernière puisqu'il arrive midi, puis je pense qu'il restait une section, si je ne me trompe pas. Oui, on n'a plus que quelques petites astuces à partager avec vous. En fait. OK. Donc, je laisse la parole à Stéphanie. Ou Oui, c'est une main levée de tout à l'heure? Vas-y, Stéphanie. C'est tout à l'heure, mais c'est pas plus grave parce que j'avais déjà lu, je crois, dans vos documents de l'IDEL que si on revient à l'histoire du réfractomètre, là, on parlerait au niveau de la calibration, si on l'évalue avec la louve, là, ça serait autour de 16 Brix. Si on croit que la concentration, c'est environ 200 grammes par litre. Mais combien tu dis? Combien tu dis? 16 Brix. 16, ouais, mais il faut que je regarde. Je ne me rappelle plus. Faut que je regarde. Mais comme dirait André, je la calibrais toujours en pesant le poids de la poudre et l'eau, mais peut-être de façon quotidienne, s'assurer de la consistance, je pourrais le regarder avec le réfractomètre là, pour avoir une idée. Oui, avec toutes les limites qu'on a citées tout à l'heure, quoi. Mais pourquoi pas? Exact. Ça va plus vite, hein? Ça va plus vite. Hein? Oui, alors c'est tout. Merci, Stéphanie. J'ai une précision justement pour la calibration et le réfractomètre. Là. Je vous lis, dans le fond, je ne veux pas donner de recommandations parce que j'ai déjà vu quelqu'un calibrer sa louve pour veau à 210 grammes à cause de fausses lectures au réfractomètre. Donc, je n'utiliserai le réfractomètre que pour évaluer la consistance du mélange, pas pour calibrer. D'accord. Okay. Pour valider, c'est ça, pour valider, dans le fond, le résultat une fois qu'il est calibré. Ça pourrait être. OK. Très bien. J'ai Martin. Oui, merci à M. Roy qui nous a écrit.
C'est très précis comme réponse, j'aime ça. J'ai Dr Dion, dans le fond, Martin, qui nous répond aussi pour l'argile. Je pense que ça vaut la peine. Argile pour perturber l'absorption des minéraux, donc ça aurait un impact. Je n'ai pas assez de connaissances sur ça. Si un agneau en mange trop, oui, on peut avoir de la constipation importante, mais c'est rare. D'habitude, laissez en libre accès. Donc, comme chez vous, un peu les projets de recherche, l'information, les données, tout ça sur l'argile est peu répandu, j'ai l'impression. J'en nomme une dernière question rapidement, puis après on continue. Comment éviter les ballonnements des agneaux en allaitement artificiel? Je ne sais pas si tu prévoyais en parler plus loin ou… Alors là, on va demander au docteur. Là, c'est mieux. Hein? C'est lui qu'il faut qu'il nous réponde là. Oui. Ou je te laisse continuer, Laurence, puis peut-être Martin pourra répondre dans le chat. Martin, oui, sur le… Ouais. Après, on pourra compléter, il n'y a pas de souci sur les aspects techniques, mais sur les aspects strictement sanitaires, je préfère que ce soit lui. Merci. Donc, pour terminer, 2-3 petites astuces. Puis comme ça, vous allez peut-être pouvoir partager les vôtres aussi, ça serait bien. Et puis, un petit mot sur le sevrage. Donc, juste, quand on est au seau, il faut une tétine par agneau, hein, parce qu'ils viennent forcément téter tous en même temps, si vous donnez 2 fois par jour. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez ces trucs roses là chez vous. Hein. Donc, nous, on en a. Il y a quelques éleveurs qui en ont. Sinon, on est avec des seaux bleus comme à gauche, là. Et puis avec des tétines, 6, 8, ça dépend des seaux. Quand on est à la louve, là, on compte une tétine pour 8 à 10 agneaux. On compte, hein. Bon. Sachant que ils viennent quand même pas mal tous en même temps, on l'a dit tout à l'heure. La température, la concentration à vérifier, on en a largement parlé. Donc là, vous voyez sur la photo, en fait, l'éleveur a aménagé avec une petite niche là, dans laquelle il a mis une lampe et voilà, où les agneaux sont au chaud, même quand il fait froid. Je voulais juste attirer votre attention sur la petite lampe de gauche, là, vous voyez, la lampe tout à gauche à côté de la louve. Les bergeries qui brûlent à cause d'une lampe qui est trop basse, malheureusement, il y en a trop. Hein. Donc, il faut être très, très prudent. C'est même marqué sur la lampe. Hein. Il ne faut pas la mettre bas. Hein. C'est extrêmement dangereux. Hein. Il ne faut pas la mettre pour que les agneaux puissent surtout pas y avoir accès, hein, parce que vous pouvez brûler votre bergerie avec ça. C'est extrêmement dangereux. Le sevrage, donc on en a parlé. Il faut que les agneaux soient suffisamment gros. Voilà, parce qu'il y a un problème de format, de capacité d'ingestion. Après, une fois qu'ils boivent plus de lait, il faut qu'ils mangent de la moulée. Hein. Donc, il est couramment admis qu'on peut sevrer à partir de 5 semaines. Voilà. Mais par contre, des agneaux qui vont avoir 50-60 jours, même s'ils ne font pas 12 kilos, il y en a malheureusement. Hein. Vous pouvez avoir des tout petits raquiniques, vous avez mis des tout petits agneaux et qui ont assez peu poussé. Bon, à partir de 50 jours, ça ne sert à rien de les laisser. Hein. Ils vont plus profiter maintenant. Hein. Donc, on peut sevrer. Et alors, ce qui est réalisé, alors c'est certainement pas l'idéal parce que au niveau du transit, au niveau de plein de choses, la transition alimentaire, c'est toujours mieux. Mais en allaitement artificiel, il est très difficile de faire autrement. Il faut bien le dire. Sauf si vous êtes au seau et que vos agneaux ont tous le même âge. Mais sinon, les sevrer progressivement, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce qui est fait souvent, c'est qu'on les sève du jour au lendemain. Hein. Ils ne sont pas contents pendant 2 jours. Hein. On les entend dans la bergerie. Ils maigrissent aussi, c'est sûr. Vous avez des gros beaux doudous et puis au bout de 2 jours, vous les regardez. Moi, il y a des éleveurs, ils me disent, moi, je n'arrive pas à les regarder quand je les sèvre comme ça, tellement ça me fait de la peine. Mais c'est sûr, mais sincèrement, si vous connaissez une autre solution, moi, je ne connais pas. Alors, leur donner du biberon comme ça dans les lots, quelquefois un petit préféré ou qui a été malade, on dit on va lui donner un peu le biberon quelques jours. Bon, au bout d'un moment, c'est infernal parce que tous les autres vous se mettent sur vous pour téter le biberon. Donc voilà, moi la solution qui est certainement, c'est la moins mauvaise, c'est de sevrer d'un jour sur l'autre sans qu'il retète du lait.
Et quelques petites astuces. Donc là, c'est plus pour les habitués à téter. Là, vous avez, c'est la même marque de tétine que je vous ai pris en photo. Donc en bas, c'est une neuve. Et en haut, c'est une tétine qui a servi pendant une bonne quinzaine de jours. Donc, en fait, quand vous commencez un lot, donc avec des agneaux tout petits, avec les tétines neuves, en fait, nous, les marques de tétines qu'on a, en tout cas, elles sont quand même un peu dures. Et même si on ouvre un petit peu la fente là, et qu'on la met dans le bon sens, hein, c'est-à-dire à la verticale, un petit agneau, il a du mal quand même à se remplir hein, quand il n'est pas habitué. Donc, ce que font certains éleveurs, c'est qu'ils en gardent une du lot d'avant. Donc, ils enlèvent avant que les agneaux ils aient mordu la tétine et qu'ils l'aient percée quand ils s'amusent avec. Là. Et ils commencent les lots avec ces tétines usagées. Et ça marche beaucoup mieux. Alors, ces tétines usagées, par contre, il faut qu'elles soient branchées en direct. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elles soient branchées comme sur la photo que vous avez en bas, qui est barrée en rouge. Parce que dans ce cas-là, si vous avez un agneau qui tète à la tétine d'à côté, en fait, celle qui est usagée, elle fuit. C'est-à-dire que ça pisse le lait, quoi, puisque l'ouverture est déjà faite. Donc, il faut mieux, dans ce cas-là, cette tétine usagée, la brancher en direct sur la louve, comme la photo de droite. Donc, une autre astuce voilà, si on n'aime pas, on n'aime pas, hein, mais c'est de travailler sur caillebotis, parce que autour de la louve, il y a toujours un peu de fuite. Quand vous lavez les tétières, etc., il y a de l'eau. Et là, voilà, ça s'écoule. Hein. Et puis, quand on a beaucoup d'agneaux au biberon, les louves, par définition, ça tombe en panne quand on s'en sert. Et alors, une louve qui tombe en panne, c'est infernal. Parce qu'en fait, les agneaux, même si vous avez des seaux pour remplacer, comme ils n'ont jamais tété au seau, il faut leur apprendre à téter au seau souvent. Et c'est vraiment infernal. D'ailleurs, ce que font certains éleveurs, souvent, c'est qu'ils mettent artificiellement du lait dans la louve pour que les agneaux tètent à la louve. Donc, ceux qui ont vraiment beaucoup de biberons, en fait, ce qu'ils ont, c'est soit ils ont une autre louve qu'ils ont achetée d'occasion, de même marque, et pour avoir des pièces de rechange, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, un autre truc hein, qui prête certainement à sourire, hein, mais qui est quand même un sacré problème en été, ce sont les mouches. Ça devient vite très, très, très compliqué parce que tout simplement, les mouches, elles rentrent dans les bols des louves. Même si vous mettez du scotch et tout ce que vous voyez sur la photo du bas, il y a du scotch. Alors, le scotch, il faut l'enlever tous les jours en plus, hein, pour laver. Une fois que vous l'avez enlevé, il faut le changer. Elle rentre beaucoup, beaucoup par le bol, par l'agitateur, parce que ce n'est pas complètement hermétique. Elle rentre certainement par ailleurs aussi, parce que ce n'est pas complètement hermétique. Et ça, c'est vraiment un sacré problème. Hein. Parce que quand vous tirez un biberon ou que vous voyez que les agneaux ne tètent plus, mais en fait, c'est parce que vous avez des mouches qui bouchent les tétines. Les mouches bouchent les tétines. Hein. Voilà. Donc là, vous avez deux petites astuces qui sont très simples. Hein. La première, c'est de mettre un ventilateur juste devant le bol. Et en fait, je ne sais pas si vous le faites, mais bon, elles vont ailleurs, vous me direz. Hein. Ça fait que repousser le problème. Hein. Donc, elles se mettent sur les tétières, elles se mettent sur les agneaux, elles se mettent sur vous quand vous allez faire téter, etc. Mais le fait est que vous en avez beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins dans la louve. Vous en avez encore quelques-unes, mais très peu. Ensuite, alors après, vous avez les insecticides et tout, mais je ne vous ai pas présenté ça. Hein. Et ensuite, vous avez des éleveurs aussi qui ont carrément fait un système pour fermer la louve. Donc, en fait, ils ont fait une petite cabane en bois, hein, et en fait, ils rentrent par la porte, et puis ils ont les sacs de lait dedans, etc. Et puis, ils ont les sorties. Et comme ça, ils n'ont plus de mouches, ou en tous les cas, beaucoup moins de mouches dans la louve. Voilà, sur cette dernière partie, est-ce que, oui, je vois que vous avez encore, c'est très bien, hein, c'est super, vous avez encore des remarques ou des questions? Oui, c'est surtout des commentaires, des astuces en fait que les gens utilisent. Je vais en nommer. Dans le fond, j'ai quelqu'un qui met des électrolytes dans la chaudière la journée avant le sevrage et après le sevrage pour éviter la déshydratation, j'imagine. Ensuite, j'ai une conseillère qui confirme l'efficacité d'une tétine usagée pour démarrer un lot. Donc, ça serait une bonne astuce.
Ensuite, on dit, moi, au sevrage, je leur mets les tubes dans une chaudière d'eau. Ils boivent de l'eau et ne se déshydratent pas. Je le fais, très bien. je fais ça pour une semaine. Puis l'autre personne aussi, c'est ce que je comprends, là, elle dit, tu laisses marcher la louve avec aucune poudre dedans et les agneaux têtent de l'eau quelques jours pour une meilleure transition. Oui, alors ça, je suis d'accord, mais ça impose de sevrer tous les agneaux en même temps. C'est-à-dire que si vous en avez des plus petits, ou alors il faut avoir 2 louves. Il faut avoir une louve ou une chaudière, vous dites-vous. Une chaudière où vous mettez que de l'eau. Donc ça, c'est… Voilà. Enfin, ils doivent bien s'en apercevoir que c'est de l'eau au bout d'un moment. Donc, ils y vont peut-être un peu moins, mais ils doivent moins se déshydrater, effectivement. Mais si vous en avez qu'une, et vous ne sevrez jamais tous les agneaux en même temps. C'est ça le problème. Mais oui, c'est une… Oui, je n'avais jamais entendu. C'est très bien. Des bonnes astuces. Bon. Ça serait tout. J'ai dernière peut-être. Sont idéales pour l'emplacement d'une louve, le fermer au complet dans une pièce séparée ou bien le laisser ouvert avec la bergerie? Ah, ouais, ça c'est une bonne question. Ce qui est préconisé, ce qui est conseillé, c'est effectivement que ce soit à part. Alors, pourquoi? D'abord, une bergerie, ça a énormément de volume. Il y a énormément de volume dans une bergerie. Donc, forcément, vous ouvrez les portes, ils sont au courant d'air. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous passez dans le couloir. C'est pas complètement fermé, etc. Et puis aussi, il y a une autre chose, c'est qu'ils sont moins dérangés, entre guillemets. Quand vous les séparez des mères, quelquefois, ils bêlent pendant un grand moment, et puis surtout la brebis d'ailleurs, des fois pendant une demi-heure, une demi-journée, des fois même, elle bêle parce que elle avait 3 agneaux, vous en avez enlevé un, mais elles savent compter, certaines. Donc, elle sait très bien, elle cherche le 3e en fait. Donc, voilà. Et si c'est très éloigné, ça le fera moins. Mais bon, voilà. Après, on fait ce qu'on peut, mais effectivement, avoir une bergerie à part, avec des équipements parfaitement adaptés au biberon, avec une bonne température, une bonne ventilation, que vous pouvez curer à part avec le tracteur et puis tout réaménager, c'est sûr que c'est mieux. C'est sûr. Ce serait mieux. Parfait, merci Laurence. On arrive à la fin, il est 12h12, on a fini dans les temps. Donc, je vais te remercier beaucoup, Laurence, pour le webinaire. C'était super intéressant. On est monté à 71 participants. Il y a eu beaucoup de questions, commentaires, donc ça nous donne l'idée que c'était, les gens étaient très intéressés au sujet. Puis la participation était dynamique. C'est très bien. Je suis vraiment très contente. C'est vraiment très bien. J'espère que ça vous a tous intéressés. Oui, on a des merci beaucoup intéressants. Je commence à recevoir dans le chat. Je remercie aussi beaucoup les participants de ce matin. Vous étiez super dynamiques, c'est le fun. J'ai ma collègue Stéphanie qui va vous mettre un petit sondage très court, là. Je pense qu'il y a comme 5-6 questions pour répondre à votre satisfaction justement du webinaire pour qu'on puisse s'améliorer à chaque fois. Puis vous dire que si vous voulez revoir Laurence, dans le fond, elle va être avec nous, comme je le disais au début, le 14 octobre pour notre prochain webinaire sur le sevrage, la réussite du sevrage. Donc, manquez pas ça. Et puis, c'est ça. Là, il y a beaucoup d'énormes merci, Laurence. Très intéressant, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça merci à tous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, merci à vous tous. Laurence, tu peux rester quelques minutes. Je sais que chez toi, il est rendu quand même à 7 heures. On a 6 heures de décalage. Donc, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK, parfait. J'arrête l'enregistrement et je te garde quelques instants encore. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.